Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Point de vue. Aujourd'hui, nous abordons trois sujets principaux. Il s'agit du 3e anniversaire de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le deuxième sujet va porter sur la lettre de confirmation de la CEDEAO sur le retrait du Mali de l'organisation le 29 janvier prochain. Et le troisième sujet va porter sur la rénovation du stade Mamadou Diarra de Koulikoro. Pour en discuter, nous accueillons Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays, et Kourechi Sissé du journal Mali Tribune. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Merci. Alors nous allons aborder le premier sujet. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a célébré cet événement de la souveraineté retrouvée au Palais des Sports de Bamako. Cette journée met en avant des réalisations comme le retrait des forces armées étrangères et l'adoption de la nouvelle constitution. La première question, est-ce que toutes ces actions étaient nécessaires pour rétablir la souveraineté du Mali? Boubacar Yalkoué. D'accord, mais moi je pense que il y a quand même des indices qui sont là, à mon entendement, qu'il ne fallait pas activer. Pour la simple raison que la souveraineté, à mon entendement, le Mali a toujours été souverain. Le Mali a été toujours souverain, mais il y a quand même des points de dysfonctionnement qui sont là, qu'il fallait revoir, surtout le partenariat aussi avec un certain nombre de pays ou de forces qui étaient sur place. Mais le fait d'aller dans une dynamique de bras de fer ou bien de rupture violente n'est pas sans conséquence. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé chez nous ici. Et nous avons vu avec le fait de demander le départ de la France, de Barkhane, de l'aménagement, etc., etc. Or, ces forces qui étaient chez nous ici, qu'on le veuille ou pas, quand même, ont contribué positivement à nous accompagner dans le cadre du rétablissement quand même de la stabilité chez nous. Mais bon, peut-être les militaires qui sont au pouvoir ont leurs raisons que nous ignorons certainement. Selon moi, mon entendement, ce n'était vraiment pas la peine. Par-delà également, ils ont parlé aussi de la Constitution. Oui, certes, peut-être comme on devait passer à une nouvelle république compte tenu de certaines failles qui étaient là, qui ont conduit au soulèvement populaire, il fallait quand même les intégrer dans une nouvelle vision. C'était quand même normal. Et moi, personnellement, j'ai même pris part à la finalisation de ce projet au compte du Conseil national de la jeunesse. Je représentais la jeunesse là-bas. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, Kourechi? Tout cela était nécessaire pour retrouver cette souveraineté? Bon, et je rejoins vraiment en tout pour tout le confrère Yalkoué. C'est-à-dire, moi je pense que c'est une question de concept. En plus, c'est une question de dynamique gouvernementale. Qu'est-ce que nous, on a quitté un point de non-aligné, puisque ça fait depuis le grand discours du président Modibo Keïta, le Mali est initiateur d'abord des pays non alignés, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas pris part entre la guerre des deux blocs. Et si on se rappelle bien, le monde était divisé en deux blocs. Il y avait une guerre froide, c'est-à-dire qui avait paralysé le monde et on poussait chaque pays, tous les États à prendre part. C'est-à-dire on était là et ce qui était sûr, c'était une troisième guerre mondiale qui s'est préparée d'une certaine manière. Et jusqu'au jour où à Addis Abeba, Modibo a tenu ce discours de non-alignement. Il dit que puisqu'on voulait des pays non engagés en guerre, mais Modibo dit non, ce n'est pas une question de non engagés, nous sommes engagés, mais nous ne sommes pas alignés. On ne va pas être derrière soit la Russie ou les États-Unis contre l'autre. Donc, c'est ce troisième bloc-là qui va sauver le monde. Je pense que si nous avons dès 1900, c'était dans les années 60, dans les années, comment dirais-je, avant la chute quand même de Modibo Keïta. Donc depuis Modibo jusqu'au, comment dirais-je, en 2020-2021, le Mali était un pays non aligné. Bon, aujourd'hui, nous, on a
pris partenariat stratégique aligné derrière la Russie. Donc, pas exclusivement avec la Russie, le Mali a d'autres partenaires comme la Chine, comme la Turquie. Le bloc de la Russie, c'est composé de la Turquie, même si la Turquie est un pays qui fait partie de l'OTAN, c'est un pays très hybride avec lequel vraiment il faut faire très très Donc selon vous, on n'avait pas besoin de passer par tout ça pour c'était pas ça. Moi je me demande si peut-être on n'a pas perdu la souveraineté, puisque s'il s'agit quand même de quitter un statut de non-aligné pour s'aligner, moi je pense s'il faut voir les choses sur la question géopolitique, pour moi on a perdu la souveraineté. Il faut aujourd'hui, tout de suite, quand on regarde le retrait du Mali en cours, on va en discuter peut-être, de la CEDEAO, quand on pose l'intérêt, le bénéfice, quand on regarde la diaspora malienne, quand on regarde le Mali dans sa dynamique. C'est un aspect que nous allons... Quand on regarde tout ça et qu'on voit, on est en train de se retirer de la CEDEAO, est-ce que réellement c'est une question de souveraineté? Est-ce que... Troisième anniversaire de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Mali est souverain? Ça y est, tout est bon? Non, bon, en tout cas, il y a l'interdépendance, qu'on le veuille ou pas, parce que quand on prend la souveraineté, c'est peut-être le concept, la définition peut-être simple, c'est le fait de dire que non, on n'est pas sous l'injonction de X ou Y. C'est quand même la définition la plus légère, mais moi, à mon entendement, en tout cas, quand on part un peu dans la dynamique à un moment donné qui était partagée par le peuple malien, pas seulement le peuple malien, même en réalité les grands acteurs politiques au Mali ici, à un moment donné, et puis surtout sous Ibeka, il y a des cas qui étaient là, honnêtement, qui étaient inadmissibles. Le fait que nous avons vu avec cette histoire de l'accord d'Alger, à l'époque, Ibeka disait qu'on ne me trimballera pas, on ne me trimballera pas. On a vu après, il était obligé de se ramollir et se mettre, c'est-à-dire que dans une dynamique définie par les puissances étrangères. Et pour qui connaît en tout cas le traitement d'une affaire aussi sensible qu'est la rébellion dans un pays, en tout cas, on peut gérer ça à l'interne sans être sous l'influence de qui que ce soit. On n'est pas les seuls quand même qui sont confrontés à ce genre de situation dans les pays. On connaît pas mal de pays, surtout des pays de la sous-région. Il y a le cas du Sénégal qui est là, et puis il y a d'autres pays à travers le monde qui ont vécu cette situation, mais qui essaient de gérer à l'interne. Mais quand on se met au service d'une puissance, ça devient difficile. Et ça a été dénoncé à l'époque. Maintenant, après le renversement du régime d'Ibeka et l'instauration quand même de ce régime d'exception dirigé par la junte, ils ont tenté vraiment de raviver un peu cette position de la population, de la grande majorité de la population, qui n'est autre que de dire, bon voilà, en tout cas ces forces qui sont là, même s'il y a lieu qu'elles restent, il ne faudrait pas qu'elles soient quand même décideurs de notre avenir. Mais malheureusement, nos autorités sont allées un peu plus loin. Le fait de demander le retrait de la France, le retrait de la MINUSMA, le retrait de Barkhane, etc., etc. Moi, à mon entendement, ça ne valait pas la peine. On peut se comprendre quand on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Le mieux serait vraiment de se retrouver autour d'une table. Oui, discuter et puis donner une nouvelle orientation à la chose. Mais concernant ces forces, je ne sais pas si vous avez écouté, le président quand même a donné des explications où souvent il accuse même ces forces de complicité avec les terroristes. Ben, certainement, peut-être ils ont des preuves à leur niveau. Mais moi, à mon entendement, quand des accusations aussi graves sont étalées sur la place publique, il faudrait qu'elles soient aussi accompagnées par des preuves qu'on doit mettre aussi à la disposition du peuple. On a droit à ça. Raison pour laquelle même quand ils ont fait des déclarations devant le Conseil de sécurité de l'ONU par rapport un peu à la France et d'autres forces, mais nous avons dit que le mieux serait quand même de mettre ça à la disposition quand même du public. C'est sur la base de cela qu'on pourra dire, bon voilà, ce que les autorités ont dit, c'est vrai. Mais sans cela, il y a quand même un doute qui est là par rapport à ça. Et moi, je me dis que, bon, voilà, comme la France n'a pas une bonne image en Afrique ici pour plusieurs raisons. Donc ils ont tenté d'opiner sur ça, ils ont tenté vraiment de se servir de ce côté-là, et puis bon, voilà, pour mettre en œuvre leur dessein. Sinon, à mon entendement, on n'avait vraiment pas besoin de dire à tous ceux-là, ramassez vos affaires, quittez chez nous, pour la simple raison que nous voyons les conséquences qui sont déjà là. Et malgré tout cela, Kourechi, il y a le Premier ministre qui a appelé à une appropriation collective
de cette même dynamique. Quelle analyse vous faites de ce discours? Bon, vous savez, le Premier ministre, il est dans son rôle, malheureusement, de soutenir la dynamique gouvernementale des instructions. Donc, s'il communique dans ce sens, par exemple, le fait même, si on se rappelle en 2022 plutôt, quand en novembre, un conseil des ministres va instituer le 14 février, le 14 plutôt janvier comme journée de la souveraineté retrouvée, on a vu que la première fois qu'on va fêter cette journée, le truc, c'était une journée chômée et puis payée. Mais on voit une année après, la dynamique n'est pas assez forte comme d'abord le 14 janvier 2022 où les gens se sont réunis la première fois pour soutenir le gouvernement malien, pour soutenir l'État malien contre les sanctions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, en 2023, comment dirais-je, quand l'anniversaire a été, le premier anniversaire a été fêté, c'était le deuxième, mais quand on va élaborer et instituer ça comme journée, ça. Mais en 2025 aujourd'hui, on voit que cette journée, elle n'a pas été chômée. Elle n'a pas été chômée et payée comme on a l'habitude de voir. Donc moi je pense que... Oui, mais sur ce point, les journées précédentes sont tombées sur des week-ends. Samedi et dimanche notamment pour 2022 et puis disons 2023 et 2024. Oui, mais quel qu'en soit, on a vu quand même une communication officielle pour déclarer les journées. Puisque instituer une journée, c'est une autre valeur. Il ne s'agit pas que ça tombait seulement sur le truc. Puisque moi, ce que je me disais, nous, notre inquiétude, c'était à quel niveau? C'est-à-dire quel éclaircissement va-t-on nous donner entre, par exemple, la souveraineté et l'indépendance? Puisque quand on lit un peu l'indépendance politique, quand c'est qu'eux, ils appellent pour moi ce qu'ils appellent souveraineté retrouvée, ils parlent de l'indépendance politique, c'est-à-dire quand on a l'autonomie de sa décision, quand on a l'autonomie de ses orientations, c'est ça une indépendance politique. Et est-ce qu'on peut être indépendant deux fois? C'est-à-dire il ne faut pas qu'on prenne, c'est-à-dire on a l'habitude de dire, même si ça fait mal, il ne faut pas qu'on prenne le changement de partenariat à une sorte de victoire, comme si, ou bien à faire en sorte que, comme si aimer la Russie, ou être avec la Russie, c'est ça, être fier, être malien, être patriote. Moi, je suis vraiment, c'est une sorte d'amalgame qu'il faut vraiment éviter. Et aujourd'hui, si on va, on dit ce qu'on veut appeler souveraineté retrouvée, est-ce que tous les Maliens sont d'accord? Puisque quand on regarde ce qui a lancé cette dynamique, c'était la CEDEAO, et on sait pourquoi la CEDEAO fait des sanctions, on sait comment la CEDEAO fait des sanctions, on sait qu'est-ce que le Mali a ratifié pour que la CEDEAO puisse sanctionner le Mali. Et aujourd'hui, on est en train de se retirer de la CEDEAO. Pourquoi? Pour éviter que la CEDEAO puisse avoir des sanctions politiques sur nos autorités politiques. Mais et les bénéfices économiques et les bénéfices de la circulation. Oui, les détails concernant la CEDEAO, nous allons consacrer un point je comprends. La question de souveraineté est liée à la question de la CEDEAO. Ça, il ne faut pas qu'on se lève. Mais est-ce qu'aujourd'hui tous les Maliens sont d'accord? Je ne dis pas, les gens ne disent pas, les gens ont peur de parler, les gens ont peur de montrer. Est-ce que tous les Maliens sont d'accord aujourd'hui que le Mali, en tant que pays premier dans le monde, en question en Afrique surtout, des questions de diaspora, premier, même quand on regarde le M5 RFP qui a fait chuter, quand tu regardes la contribution de la diaspora dans ce mouvement, tu vas voir que la diaspora, elle a fait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans notre intérêt, en tant que Malien à l'interne et en tant que Malien de la diaspora, de se retirer de la CEDEAO? Est-ce que c'est réellement une souveraineté qu'on a retrouvée? Alors, le constat de Kourechi, c'est qu'on ne sent plus l'engouement autour de la journée de la souveraineté retrouvée. En 2022, c'était une autre réalité qu'en 2025 aujourd'hui. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait à votre niveau pour Boubacar Yacoub? Oui, bien évidemment, parce que je sais quand même qu'il y a des acteurs très importants en fonction de la vision qu'ils avaient tracée juste après la chute du régime d'Ibeka. Ces acteurs ne sont plus avec eux. Et or, c'était vraiment des forces qui avaient une capacité de mobilisation. Quand on regarde un peu le M5 RFP, même si qui s'est éclaté finalement en lambeaux, et il y a aussi le côté aussi du camarade Ben de Irawolo debout sur les remparts, qui était vraiment un acteur très majeur dans le cadre de la mobilisation à chaque fois qu'il y avait question de défendre
l'idéologie ou bien la vision de la transition. Ils ne sont plus là. Et par-delà également, même à l'extérieur aussi, il y a des acteurs qui étaient là, qui les accompagnaient, qui ne sont plus avec eux. Surtout la stratégie de communication qu'ils avaient mise en place. Il y a pas mal de vidéastes qui étaient à l'extérieur qui amplifiaient davantage à tout ce qu'ils disaient ici, ils les relayaient là-bas. Mais je sais que ceux-ci ne sont plus avec eux. Donc, ce qui fait que, en tout cas, leur dynamique aujourd'hui est un peu plombée. Il y a quand même ce côté qui est là. Et ce qui fait d'ailleurs même que d'habitude, le fait qu'ils faisaient de grandes mobilisations sur les différentes places publiques, notamment au niveau du monument de l'indépendance, n'est plus au rendez-vous. Pour la simple raison que peut-être ceux-là qui étaient en charge de le faire ne sont plus avec eux, donc c'est difficile. Et par-delà également, aussi même au-delà quand même de ces partenaires qui étaient avec eux, partenaires naturels qui étaient avec eux depuis juste après la chute du régime d'Ibeka, au-delà, mais il y a d'autres acteurs qui étaient là, qui les accompagnaient de bonne foi, mais qui se sont rendus compte après que la vision n'est pas du tout claire. Pour la simple raison que peut-être ils vous appellent pour telle ou telle mission et dès qu'il y a satisfaction seulement, ils vous tournent le dos. Et donc ça a vraiment compliqué la situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui où nous sommes, cette vision qui était là, elle semble quand même prendre vraiment un grand coup. D'accord, et nous allons à présent aborder le deuxième sujet qui porte sur le retrait du Mali de la CEDEAO. Et le président de la commission de la CEDEAO a confirmé le retrait du Mali pour le 29 janvier. Une réunion technique est prévue pour discuter des modalités de cette séparation. Kourechi, la question est pourquoi attendre maintenant pour discuter des modalités de retrait? Bon, moi, je pense que ça a été discuté depuis la conférence des chefs d'État, puisque réellement, la lettre que nous avons vue, c'est une communication entre la commission de la CEDEAO et puis le ministère des Affaires étrangères au Mali. C'est-à-dire, on a vu juste après quand la CEDEAO, quand la conférence des chefs d'État a pris acte et puis a donné un délai qui est d'un côté un délai de grâce de 6 mois pour permettre aux États de bien réfléchir et de peut-être renoncer ou bien de confirmer leur retrait, mais aussi un délai de formalité pour permettre, puisque nous, on a des Maliens qui travaillent à la CEDEAO et on a des étrangers qui sont ici au Mali dans le cadre de la CEDEAO. Donc ce retrait, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Il y a des contrats. Il ne faut pas oublier que quand les institutions sont présentes dans un pays, ils ont des contrats de location, ils ont des contrats de collaboration avec nos opérateurs économiques. Donc c'est pour prendre le temps, 6 mois de délai, c'est prendre le temps de décider de tout, quel sort il faut pour les employés, pour les différents contrats que les institutions ont pu avoir. Donc moi je pense que tout de suite, ce qu'on a dit, la lettre, c'est pour demander au ministère, c'est-à-dire qu'on quitte les plateaux, puisque ce qui est regrettable, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, les pays africains, le Mali, en quelque sorte, on est beaucoup trop géré à partir des réseaux sociaux. Vous allez voir que les grandes institutions comme la CEDEAO, même si elle a diminué beaucoup aujourd'hui, les grandes institutions des différents pays se lancent dans les échanges de Big Bang sur les réseaux sociaux. Les débats sont trop sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on voit que c'est une réunion technique qui va essayer d'être fixée entre les deux structures afin de discuter des formalités. Mais ce qui est sûr, à partir du 29, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis même pas d'accord avec ça, puisque moi je me dis réellement pour retirer le Mali de la CEDEAO, il faut un régime démocratiquement élu, puisque la CEDEAO c'est des questions de démocratie et de gouvernance. Si on permet à chaque pays, à toute personne qui arrive à faire un coup d'État qui est très facile dans les pays africains, puis il suffit simplement d'arrêter les chefs d'État pour que le coup d'État soit consommé. Ce n'est pas comme les autres pays où les institutions sont très costauds et très mises en place de telle sorte qu'un seul homme ne peut pas stopper la marche d'un pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Et un seul homme suffit, tu le prends, tu l'amènes à Kati, tu le fais signer un document et puis toutes les institutions tombent. Donc moi je pense que ça c'est regrettable. Et si la CEDEAO part dans cette dynamique d'accepter que quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui n'est pas d'accord avec la marche démocratique dans l'espace et qui veut échapper, c'est-à-dire aux différentes pressions et moyens de l'institution sous-régionale pour ne pas aller aux élections,
puisse décider comme ça, nous quittons la CEDEAO. Je pense que tout le monde va quitter la CEDEAO un jour. Et si tout le monde quitte la CEDEAO, il y aura des coups d'État partout. Et s'il y aura des coups d'État partout, nous risquerons de partir à des périodes d'empire en Afrique. Boubacar Yalkoué, est-ce que la CEDEAO a raison de se hâter doucement, comme dirait l'autre, dans ce processus? Non, oui, effectivement, moi je pense que dans toute situation, il faudrait que la raison prévale, c'est très important, et surtout en matière de questions liées à des États ou à une organisation. Et raison pour laquelle, lorsque le Mali a pris une dynamique à un moment donné, la CEDEAO a clairement dit que, bon, voilà, en tout cas, nous sommes contre le coup d'État, on le condamne, mais en tout cas, ils ont quand même accordé une circonstance atténuante à l'époque au Mali. Et la médiation était là, il y a eu pas mal d'émissaires qui sont venus au Mali. Et on n'a pas accepté, et c'est suite à cela qu'on le sait tous que la sanction est entrée en vigueur, même si elle a été dénoncée après ici. Et moi, je pense que nos autorités se sont servies de ces sanctions-là pour amplifier davantage peut-être cette mauvaise image qu'ils avaient prêtée à cette organisation-là, qu'ils considèrent comme étant au service de la France ou à d'autres pays, d'autres puissances qui sont contre l'intérêt du pays. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, Kourechi l'a si bien dit, en tout cas, on est aussi membre fondateur de cette CEDEAO, là, tout le monde le sait. Mais au regard du contexte également aussi, on s'est dit que on est interindépendant et aussi les organisations ont beaucoup d'avantages par rapport même à la circulation voilà, effectivement, il y a ce côté qui est là, il y a d'autres avantages qui sont là, même sur le plan économique, etc., etc. Mais quand on décide de sortir comme ça, il faudrait aussi que cela trouve que on a mieux réfléchi et on s'est préparé en conséquence. Mais au regard du contexte, au regard de la situation que nous vivons au Mali, ici, pratiquement rien n'a été fait. Le Premier ministre, même à un moment donné, quand on lui a parlé, on lui a évoqué cette question de carte d'identité ou de carte biométrique, avec au moins le logo de la CEDEAO, il a donné des réponses vraiment qui n'ont pas trop convaincu les gens à l'époque. Et moi, je me dis que même malgré tout, c'est-à-dire que ces positions radicales du Mali, la CEDEAO n'a pas aussi dit qu'elle va, comment on appelle ça, faire de telle sorte que sa position soit égale aussi à celle du Mali. Elle a toujours continué, il y a toujours eu des médiations. On a vu même la dernière en date, c'est avec l'entrée également aussi dans cette négociation, dans ce processus-là du président du Sénégal. Et même lors de la dernière rencontre, comme Kourechi l'a si bien dit, on a vu aussi le document et il semblerait également aussi que le président du Sénégal a beaucoup pesé et lui a dit non, accordons-leur quand même un délai encore, même si le 27, le 29, on va prendre acte, mais il faut donner 6 mois. Pendant cette période, on va essayer d'échanger et il avait vraiment bon espoir que quand même la ligne allait positivement bouger. Mais juste après cette déclaration, on a vu que notre ministre des Affaires étrangères a utilisé un ton très dur après. Et maintenant, après ce ton également, et ce qui a, à mon entendement, précipité les choses également aussi, c'est la déclaration aussi du président de la transition lors de la présentation de vœux en face, je crois, des forces vives de la nation. Il dit qu'en Bambara, il dit, bon voilà, en tout cas, que tout soit clair. Voilà, tout soit clair. Ambora là de quoi. Voilà, ni Akadi Mourami, Amandi Mourami, Ambora là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc maintenant, ce qui fait que, ils n'ont plus d'autre choix. Mais ça met très mal également à l'aise aussi les bonnes volontés qui vraiment ne voulaient pas voir que cette histoire-là se termine ainsi, notamment le président du Sénégal, ça le met très mal à l'aise. Mais en tout cas, déjà, la lettre de la CEDEAO, elle est très claire. Maintenant, les deux parties, les parties techniques vont se retrouver, discuter peut-être sur les modalités et voir éventuellement comment cette affaire-là sera définitivement consommée. Mais quand on va sortir comme ça, ce qui nous attend, moi, vraiment, je m'inquiète pour ça. Justement, en parlant de ce qui nous attend, Kourechi, est-ce que vous pensez que le Mali est suffisamment prêt pour cette sortie de la CEDEAO? Je ne sais pas, c'est très difficile, puisque nous, nos trucs, comment dirais-je, l'État ne communique pas beaucoup sur qu'est-ce qu'il prépare comme alternative après la CEDEAO. On n'a pas vu assez de communication là-dessus. Parce que quand l'aménagement partait, il y avait beaucoup de promesses, ils ont dit, mais jusqu'à présent, quand on regarde le collectif des travailleurs, des employés de l'aménagement, on sait qu'il n'y a pas eu assez de réponses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut préparer? Par exemple,
quand le Mali va quitter la CEDEAO, les relations entre les États vont être définies bilatéralement, première chose, et c'est chaque État va décider du sort du Malien chez lui, c'est-à-dire les questions des cartes de séjour, les questions de visa d'entrée, entre autres. Bon, et le Mali c'est un pays de diaspora, le Mali fait partie de l'un des pays les plus qui envoie des diasporas à travers le monde. Et ce que le Mali a de plus, c'est que le Mali est l'un des rares pays où sa diaspora contribue au développement, grandement au développement de ce pays. Et si nous avons eu un moment, on a vu avec la question Covid, même si ici les barrières n'étaient pas trop respectées, mais du fait qu'il y avait des pressions sur la diaspora en France, puis dans les pays européens, puis aux États-Unis, on a vu que ici ça pesait beaucoup. Et le petit commerce, peut-être on ne se rend pas compte, le petit commerce qui marche chez nous, c'est grâce à des grandes familles Maracas et entre autres qui sont là, c'est nos diasporas qui envoient de l'argent, et puis ça impacte très positivement même le social, les petits commerces locaux et autres là qu'on voit. Donc pour dire que, est-ce que tout de suite, en question en une année, on peut prendre des alternatives à tout ça pour répondre aux différentes conséquences? Moi, personnellement, je ne crois pas. Et ce qui est intriguant pour moi, c'est que moi, j'ai dit aujourd'hui, ça a été très facile, cette question de retrait gérée par la CEDEAO. Pour moi, le Mali doit rester dans la suspension. C'est-à-dire le retrait peut être du côté du Mali. Les autorités maliennes ont décidé de se retirer. Mais du côté de la CEDEAO, ça doit rester une suspension pour des questions électorales. C'est-à-dire il y a des gens, ils ont fait un coup d'État, ils n'ont pas encore organisé des élections. Et nous, CEDEAO, on ne reconnaît pas un régime qui n'est pas un régime démocratiquement élu. Donc moi, je pense que la question devrait être prise de sorte de suspension au niveau, et de laisser cette compétence à un président démocratiquement élu 6 mois après ou bien 1 an après de se prononcer sur la question du retrait. Et qui doit être, pourquoi je dis, quand on se retire, on peut se retirer facilement de la CEDEAO, mais c'est très difficile de réintégrer la CEDEAO. Et nous, ce qu'on craint aujourd'hui, si jamais, et que ça ne marche pas, est-ce que nous serons prêts à attendre 10 ans, 15 ans pour attendre la réintégration? Et si on voit toutes les conséquences qui peuvent amener, ce qu'on imagine aujourd'hui, si on doit faire ça 15 ans après, je pense que ça serait vraiment de la dérive. Comme le cas de la Mauritanie qui tape à la porte pour son retour. Quand on regarde géographiquement, culturellement, et la Mauritanie par rapport à la CEDEAO, c'est très différent du Mali. Quand on regarde le Mauritanien et par rapport aux Maliens, c'est très différent. Nous, on a combien de Maliens en Côte d'Ivoire, on a combien de Maliens au Ghana, on a combien de Maliens dans les autres pays, au Congo. Donc, on n'a pas les mêmes. Il ne faut pas prendre seulement comme les difficultés que la Mauritanie a aujourd'hui. Non, il s'agit de vouloir réintégrer la CEDEAO. C'est pourquoi je pense que les conséquences doivent durer tout ce temps. Nous, c'est le truc, les conséquences de ce retrait-là, ça peut être énorme. Ça peut être énorme sur la diaspora, ça peut être énorme sur les Maliens. Et s'il faut vivre ça encore 10 ans, pour 15 ans pour pouvoir réintégrer, et puis comment encore pour reprendre la dynamique de fonctionnement. Moi, je pense que vraiment, il faut, c'est-à-dire, on doit avoir des dispositions institutionnelles, on doit avoir des outils juridiques pour saisir la CEDEAO et de revoir sa prise de position de ces retraits-là. Ça doit être pour moi rester dans le cadre de suspension et qu'il gère le problème avec les autorités maliennes et non le peuple malien. Peut-être voir une telle proposition venant de la part quand même d'un cadre pas les moindres dans notre pays, avocat, homme politique quand même qui compte beaucoup dans l'arène. Et moi, à mon entendement, comme vous l'avez si bien dit, il aurait dû quand même défendre cette position-là bien avant aujourd'hui. Au moment où cette question en tout cas, le climat était très tendu entre les deux, le Mali et cette organisation, dire faites attention. En tout cas, même si on ne s'entend pas avec la CEDEAO, nul n'est parfait. Personne ne dit qu'au niveau de la CEDEAO, tout ce qu'ils font, toutes les dispositions sont bonnes. Et moi, je pense que même les chefs d'État aussi qui se sont investis volontairement dans le cadre de la négociation l'ont dit. Le président sénégalais, il l'a dit. Il a dit quand même qu'il y a des parties qui sont là qui ne sont pas bonnes. Ensemble, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on essaie de les analyser et revoir également aussi, faire de telle sorte qu'on puisse quand même pallier à ces problèmes. C'était quand même l'aspect
sur lequel on a pas mal de cadres ici, et ils auraient dû vraiment s'apaisantir sur ça, convaincre aussi ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui et faire en sorte, et leur faire comprendre que la sortie a plus de conséquences que d'avantages. Parce qu'on a vu, on a beaucoup de problèmes. Quand vous prenez ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, bon, on a quand même d'énormes difficultés qui sont là. Économiquement, on avait des problèmes avant même l'arrivée quand même de cette crise sécuritaire qui est là. Et la crise sécuritaire que nous essayons de gérer, qu'on a, en tout cas, on fait de notre mieux, mais elle reste toujours vraiment un problème crucial. Vu tous ces problèmes que nous avons, et par-delà également, on s'entend pratiquement, on n'a pas de lien avec vraiment d'autres grandes puissances qui pouvaient nous aider sur beaucoup de plans. Donc maintenant, à l'interne encore aussi, en Afrique, si on ne s'entend pas avec cette organisation, le fait vraiment de s'isoler, ça a plus de conséquences que d'avantages à mon entendement. Alors, Kourechi, est-ce que vous pensez que si la classe politique d'une seule voix avait essayé de convaincre, au-delà de la classe politique, les intellectuels, on aurait pu empêcher cette situation qui se présente aujourd'hui? Oui, c'est ce que je demande. Quand moi je parle il faut que ça soit une question de suspension au niveau de la CEDEAO, c'est les intellectuels maliens, c'est les autres professionnels, c'est la classe politique qui doit dire, nous, quand tu n'es pas détenteur d'un pouvoir, tu ne peux pas décider que si... Mais est-ce qu'en son temps, ça a été le cas? Malheureusement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une transition qui arrive à avoir une communication qui touche une grande majorité, comment dirais-je, du pays, mais cette grande majorité, malheureusement, elle n'est pas très informée du fonctionnement du monde. C'est-à-dire, on voit jusqu'à présent, l'autre jour, j'ai regardé un film d'un royaume de ces pays où le roi décidait, si tu n'es pas d'accord avec lui, il te tue. Et c'était normal. Si tu n'es pas d'accord avec lui, il te fait disparaître. Et c'était normal, tout tournait autour du roi. Nous, le monde n'est plus à ça. Le monde est institutionnel aujourd'hui. Quand on regarde le retrait aujourd'hui du Mali de la CEDEAO, ça arrange qui? Ça empêche simplement la CEDEAO d'aller à des sanctions ou à des embargos pour pousser ou forcer nos autorités à organiser les élections. Ok, mais si pour cela, on regarde toutes les conséquences que ça peut avoir sur les Maliens. Mais est-ce que aujourd'hui, moi, ce qui m'intrigue encore plus, ou ce qui me fait mal, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que les présidents sur lesquels on faisait des pressions et qui reculaient parce que, comment dirais-je, se disaient, bon, je ne vais pas laisser mon pays souffrir, ma population souffrir de tout ça, comme Sanogo a eu à le faire, comme d'autres présidents ont eu à le faire. Moi, je pense que aujourd'hui, moi, je suis vraiment fier d'eux. C'était une décision, comment dirais-je, en ce moment, peut-être on ne l'avait pas comprise, mais aujourd'hui, on voit qu'ils l'ont fait pour que la population ne souffre pas. Et aujourd'hui, si la transition n'arrive pas à faire cette dynamique, je pense que du côté de la CEDEAO et des intellectuels maliens, il doit avoir quand même des canaux de communication ou de pousser la CEDEAO à prendre ne pas confirmer ce retrait-là comme le retrait qui va nous rendre difficile si en cas on décide un jour de revenir, et peut-être d'attendre que si on passe aux élections, le président qui sera démocratiquement élu avec ses institutions, avec l'Assemblée et tout, et qu'en ce moment on décide de continuer à quitter, puisque aujourd'hui il ne serait pas mal, et puis on saura que les élections vont se passer sur est-ce que cette dynamique de la transition va rester ou bien on doit rompre. Et le président qui sera élu, je pense qu'il aura une voix référendaire pour décider du soir malien. Sinon, moi, je vois ça très simple et très léger, mais avec des conséquences, comme le crée mon confrère, très graves. Ok, nous allons aborder à présent le dernier sujet de cette émission. Il s'agit de la rénovation du stade Mamadou Diarra, et le stade a été inauguré par le président de la transition et est maintenant conforme aux normes de la CAF. La région bénéficie également d'autres projets comme l'aréna de Koulikoro. Donc la deuxième région, on peut dire, du pays, fait peau neuve, Yalkoué. Bien évidemment. Et moi je pense que ce n'est que la suite logique d'une vision qui avait été validée par le président de la transition depuis quelques années. Le fait de rénover les stades construits depuis une vingtaine d'années. Et par-delà également, il y a d'autres qui sont là, qui étaient gérés également par
les autorités locales, de voir également aussi comment aussi donner un visage nouveau aussi à ces stades-là. Et c'est le cas du stade de Kati et puis également dernièrement celui de Koulikoro. Mais ce qu'il faut aussi comprendre par rapport à ça également, on sait que la première initiative qui a concerné ces stades qui datent de 20 ans, en tout cas, c'est une initiative qui a été à l'époque émise par le ministre Moussa Aga Taher et validée par les plus hautes autorités, et ça a été quand même rénové aussi. Ces stades ont été rénovés sur en tout cas le fonds quand même de l'État, sur le fonds propre de l'État. Et après, je crois qu'il y a un moment donné, le président de la transition aussi avait fait appel au gouverneur des différentes régions pour qu'ils viennent en tout cas égrener les difficultés ou les priorités, les secteurs prioritaires sur lesquels l'État pouvait en tout cas rapidement s'investir pour quand même changer le visage de ces différentes régions. Et aussi dans ces priorités-là également, je pense que la rénovation de quelques stades aussi a été prise en compte, et c'est ce qui a fait que nous avons vu ces rénovations récentes-là. Mais au-delà de tout ça également, il y a un aspect très important qui est là, qu'il ne faut pas aussi oublier, parce que Koulikoro aussi, c'est chez le président de la transition. Voilà, également aussi Kati, aussi, tout le monde sait ce que Kati représente, c'est aussi au Mali. Son fief. Voilà, donc vous voyez un peu, donc on peut vraiment, en tout cas, c'est aussi bon, c'est bon pour le sport, parce que tout le monde sait l'importance ou le rôle, en tout cas l'intérêt que la jeunesse malienne, par-delà même le peuple malien, accorde au football aujourd'hui. Mais moi j'aurais bien voulu que pour le cas aussi de Koulikoro, au lieu que ce soit le stade, il y a d'autres secteurs prioritaires qui sont là, surtout le cas de l'UCOMA. Justement, que Koulikoro soit son fief et que les stades soient rénovés, mais Koulikoro respire aussi UCOMA. Ouais, ça a été beaucoup revendiqué, on voyait sur les réseaux sociaux. Bon, la question de l'UCOMA, je ne lui connais pas trop, et ce qui est sûr, c'est une question très très compliquée. Bon, je ne sais pas est-ce que l'industrie même, si ce n'est pas un peu dépassé. Mais on parle de refondation, c'est l'occasion quand même. Mais c'est que moi, vous savez, si on lit le président de la transition, Assimi Goïta, le général, si on le lit dans ses actions nationales ou nationalistes, on voit qu'il a l'ambition, il a le bon vouloir de faire beaucoup de choses, puisque ces rénovations de sources relèvent du fonds du budget de la présidence. Les dernières, les 2 ou 3 dernières rénovations. Bon, en grande partie, c'est-à-dire les rénovations, je parle du budget qui a été élaboré, c'est-à-dire le gonflement du budget, c'est parce que aussi ces rénovations sont prises en charge directement par la présidence. Donc, quand on le regarde sur ce plan, on a vu le coup de pouce industriel qu'il a voulu donner, même si en quelque sorte ça n'a pas trop impacté le prix des denrées alimentaires. Quand on voit les farines et autres là, le coup de pouce qu'il a essayé de donner, sur ce plan, moi je ne vois pas qu'il ait assez de problèmes. Mais tous nos problèmes, c'est au niveau, comment dirais-je, de notre emplacement géopolitique. Et rénover des stades, chercher à rénover des centres culturels pour la jeunesse. Moi je pense que c'est un coup, c'est des trucs qui peuvent arranger, c'est des bonnes guerres. Mais il ne faut pas oublier que dans tout ça, le développement, le football est lié, très lié au développement. Et le football est très lié aussi à des relations politiques, puisque, comme on le sait aujourd'hui, la diplomatie entre dans toutes les guerres. Quand ça ne va pas trop entre les pays, entre les différentes organisations, ça va impacter en quelque sorte même ce qu'ils font les jeunes. Moi, je ne suis pas trop au football. D'accord. Voilà, donc c'est une bonne chose. Le stade, moi j'ai eu l'occasion de un peu voir le stade, comment dirais-je, c'était en décembre lors de la conférence nationale d'un parti politique là-bas. Quand même, c'est ma propre appréciation, c'est joliment fait. Donc c'est joliment fait. Et félicitations pour qu'on veut voir ça dans d'autres secteurs.
on veut voir ça, c'est pas seulement le sport, c'est pas seulement les stades, il faut pas les rénover seulement, mais il faut créer aussi d'autres opportunités dans d'autres secteurs. Et voilà, sur ce, nous arrivons au terme de ce numéro de Point de Vue. Nous avons eu le plaisir de recevoir Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays, et Kourechi Sissé du journal Mali Tribune. Un grand merci à vous. Merci également à vous, chers abonnés, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point de Vue.